Dans les termes de référence, il était question de parler d'une introduction générale. Et j'en profite pour remercier très sincèrement l'ASPAD d'avoir initié ces rencontres, d'avoir pensé à nous pour le cours introductif, parce que c'est un challenge lorsqu'on pense à des personnes pour le cours introductif. Donc, nous sommes face à deux situations. Il y a une définition légale au Sénégal. Donc, les données à caractère personnel sont définies au Sénégal. La loi de 2008 sur les données à caractère personnel pose une définition claire. Au niveau africain, la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel donne une définition. Au niveau de la CEDEAO, l'acte additionnel de la CEDEAO donne une définition. Au niveau mondial, nous avons des blocs de législation. Le RGPD en Europe donne une définition. La Convention 108 du Conseil de l'Europe donne une définition. Les législations nationales des pays qui en disposent donnent des définitions. Donc, d'un point de vue purement juridique, nous avons des définitions des données à caractère personnel. C'est toute information qui permet d'identifier une personne de manière directe ou indirecte. Donc, globalement, c'est ça la définition légale. Mais c'est une définition qui pose problème dans la pratique. Parce que c'est une définition qui est très ouverte. On dit que c'est une information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Comment identifier une personne? C'est la première question qui se pose. Je saute l'information, mais comment identifier une personne? Si je prends mon cas de juriste, moi, la seule identification que je connais, c'est l'identification légale qui est dans mon pays. Et l'identification légale, c'est d'abord l'identification fondamentale, c'est l'état civil, qui nous accompagne de la naissance jusqu'à la tombe. Ensuite, il y a les identifications sectorielles. La carte nationale d'identité, lorsque vous êtes adhérent à la CMU ou lorsque vous avez un numéro d'électeur, ce qu'on appelle les numéros d'identification uniques. Donc, dans nos différents pays, nous avons tous une identité fondamentale, c'est l'état civil, mais nous avons aussi des identités sectorielles qui sont encadrées par la loi. Donc, lorsqu'on me dit c'est une information qui permet d'identifier un individu, moi, je pense toujours carcan juridique. On identifie l'individu à travers les cadres qui sont posés par les États. Mais on me dit de manière directe ou indirecte. En tant que juriste, que veut dire pour moi l'identification indirecte? L'identification indirecte, identifier, c'est rattacher un individu à des critères qui permettent de l'individualiser, c'est-à-dire de l'isoler dans le groupe social. Nous sommes tous des Sénégalais, donc la nationalité ne suffit pas. Je m'excuse pour les étrangers dont je ne maîtrise pas la nationalité, mais je vous assimile aux Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais, des êtres humains. Il faut des critères discriminants pour nous dissocier. Quels sont ces critères? On peut se baser sur le sexe. Donc, on aura d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. On peut se baser sur la taille. Ceux qui font moins d'1,50 m se mettent à gauche, plus d'1,50 m se mettent à droite. On peut se baser sur X critères. Mais le problème a été rendu complexe avec l'avènement de l'informatique. Parce que l'informatique a rendu possible l'identification volontaire. Parce que si vous faites attention, nous avons toujours été identifiés de manière obligatoire. On nous imposait notre identité. C'est la loi qui définissait la manière dont on était identifié. Mais l'informatique a permis une identification volontaire. Maintenant, vous avez le choix de votre identité. Vous pouvez vous faire passer pour une femme sur Internet alors que vous êtes un homme. Vous pouvez vous faire passer pour un occidental alors que vous êtes africain, etc. Donc, vous avez 1000 possibilités. Vous choisissez votre image. Donc, ça peut être un avatar très simple, comme cela peut être très sophistiqué avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous avez connu les filtres, c'est dépassé. Parce que même avec les filtres, on vous imposait. Maintenant, l'intelligence artificielle, vous lui demandez de vous rendre la meilleure copie de vous en fonction de vos goûts subjectifs. Et l'intelligence artificielle vous façonne la meilleure copie de votre personne que vous exposez. Vous êtes comme vous avez toujours rêvé d'être. Je suis grand, j'ai de gros yeux qui sont très jolis, j'ai un nez qui est bien tracé, une bouche qui est finement tracée, etc. Mes dents sont bien alignées, toutes blanches, ce qui est très loin de la réalité. Très, très loin de la réalité, vous en convenez. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais l'intelligence artificielle nous permet d'avoir cette identité volontaire. Donc, dans la pratique,
la définition légale montre toutes ses limites. Et si on nous dit aujourd'hui, les données à caractère personnel, c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement, on se base sur quel référentiel? Est-ce qu'on est toujours dans la loi ou est-ce qu'on est dans l'identité qui est devenue hybride, à la fois imposée et volontaire? Et c'est la raison pour laquelle aussi bien les États que les autorités de protection de données à caractère personnel ont du mal à vous donner une liste exhaustive de ce qu'on appelle données à caractère personnel. Aucune autorité ne pourra le faire. On peut emprunter la taxonomie qui a été proposée par mon cher collègue Maïse sur la base d'études. On peut parler de catégories de données, les données ordinaires, les données sensibles, etc. C'est la loi qui les définit. Ce sont des taxonomies qu'on peut accepter. Mais aujourd'hui, nous dire qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel, concrètement, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou quel élément peut relever des données à caractère personnel ou qui ne peut pas en relever, moi, je suis incapable de vous le dire. Même après 8 ans de service dans une autorité de protection à données à caractère personnel, je suis incapable de vous le dire. C'est au gré des dossiers, c'est au gré des situations que nous arrivons à dire, après moult qualifications, si c'est une donnée à caractère personnel ou une donnée qui n'est pas à caractère personnel. Et la seule chose qui marche, c'est le critère fonctionnel. On essaie de voir si le collecteur de données parvient à isoler un individu du groupe ou pas. S'il parvient à isoler un individu du groupe en apposant ces critères, cela devient un système d'identification, donc c'est une donnée à caractère personnel. Si c'est l'anonymat du groupe qui est conservé, ce n'est pas une donnée à caractère personnel a priori. Parce qu'il y a toujours un a priori. Parce qu'une réutilisation des données est toujours possible. A priori, ce n'est pas une donnée à caractère personnel. Et la législation ne tend pas à s'appliquer. Voilà un peu, pour rester dans les clous du temps, voilà un peu le problème que cela pose au niveau conceptuel. La loi existe, mais la loi n'est plus adaptée. Elle n'est plus suffisante à dire ce qu'est une donnée à caractère personnel ou ce qui ne l'est pas. À partir de là, nous avons un autre problème. Pour résumer les autres éléments qui ont été identifiés, c'est-à-dire la collecte, le traitement, etc. Nous avons un autre problème. C'est l'encadrement de la collecte. Le professeur Mbaye en a parlé tout à l'heure en donnant des exemples d'usage qui posent problème, aussi bien au législateur qu'à l'autorité qui est chargée d'appliquer cette législation. Parce que l'autorité a un pouvoir réglementaire. Nous pouvons compléter la loi. Nous pouvons interpréter les silences de la loi, etc. Mais faudrait-il que nous en ayons encore les moyens? Qu'est-ce qui se passe? La loi est très simple dans son entendement. Pour collecter des données à caractère personnel, vous obéissez à un certain nombre de principes. Il faut une collecte licite, loyale, transparente, etc., légale. Donc, vous connaissez tous les principes. Le principe de conservation, le principe de sécurité, le principe de proportionnalité, etc. Il y a au moins une dizaine de principes qui sont prévus par la loi et qui s'appliquent à votre collecte. Mais là n'est pas le problème. L'enjeu, c'est de pouvoir appliquer ces principes lors d'une collecte. Parce que vous ne mobilisez pas systématiquement tous les principes pour toutes les collectes. Donc, chaque collecte, en fonction des usages, mobilise plus ou moins certains principes. Il faut avoir une lecture dynamique de ces principes à la lumière de ce que vous collectez. Mais je vais en isoler 4 ou 5 qui reviennent incessamment. Et c'est ça le plus important. C'est ce qui nous sert de matrice pour analyser au niveau de l'autorité. Le premier principe par ordre chronologique, c'est l'information. Aujourd'hui, les gens souffrent d'un manque d'information sur ce qui se fait sur eux. Quand le professeur Mbaye nous donne tous ces exemples, parce qu'il y a des accès que nous ignorons, quand quelqu'un utilise Truecaller, lui-même n'étant pas informé sur Truecaller, n'étant pas au courant du fonctionnement de l'algorithme de Truecaller, n'est pas en mesure d'informer son vis-à-vis dont il a le numéro des dangers qui le guettent. Donc, lorsqu'on n'a pas une bonne information, on ne peut pas à son tour informer. Ce n'est pas possible. Donc, le premier enjeu, c'est l'information. Et l'accès à l'information rend compte du principe de transparence. C'est quand on informe et qu'on informe correctement qu'on est en possibilité d'opérer un choix libre. La liberté du choix dépend
de la qualité de l'information dont on dispose. Je rappelle que l'information est une obligation chez les professionnels, au-delà même des données à caractère personnel. La loi de 94-63 qui organise la concurrence au Sénégal et qui a été revue très récemment pose une obligation d'information commerciale préalable. Il faut informer les consommateurs. C'est la base même de la protection des consommateurs. Il faut informer les consommateurs. Donc, si on pense seulement loi sur les données à caractère personnel, on ne voit qu'une partie du problème. Lorsque c'est un professionnel qui procède à la collecte, le professionnel est assujetti au respect d'autres législations, indépendamment de la loi sur les données à caractère personnel. La loi sur les données à caractère personnel oblige aussi à informer. Donc, quel est le problème en réalité par rapport à ce principe? C'est le contrôle. Mais c'est la rappeler. Les conditions générales de vente ou d'utilisation sont là. Vous cliquez, on vous applique le principe de l'indivisibilité du consentement. On vous dit, si vous cliquez oui, vous acceptez tout. Si vous cliquez non, on rejette tout. On ne vous permet pas, comme un service à la carte, de choisir ce pourquoi vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes d'accord avec tout, ou bien vous n'êtes pas d'accord et vous n'avez pas accès au service. Donc, c'est ça le fond du problème. Deuxième, et ça me permet de faire la transition, c'est le consentement. Le consentement revient sans cesse. Et je l'associe à l'information parce que le consentement dit qu'il doit être exempt de vice. Donc, libre et informé. Voilà. Mais pour que ce consentement soit de qualité, il faut que vous soyez informé, que vous sachiez ce que vous prenez. Il faut que vous ayez parfois un délai pour pouvoir vous rétracter. On doit protéger le consommateur dans ce sens, parce que les données à caractère personnel parfois servent de monnaie à la transaction. On vous donne un service gratuit en échange de vos données à caractère personnel, puisque la gratuité n'existe pas. En tout cas, chez les juristes, lorsque vous faites des choses gratuitement, vous êtes le premier suspect. La gratuité n'existe pas. Il y a toujours une Donc, c'est ça le fond du problème. Troisième principe, pour aller rapidement, le troisième principe, c'est un principe de conservation. Donc, on ne peut pas collecter des données à caractère personnel et les garder indéfiniment. Je ne connais pas de système juridique qui l'accepte. Le fait de garder les données indéfiniment. Mais il y a un défi technologique et un défi pratique. Plus les capacités de nos matériels, etc., augmentent, plus on a tendance à garder nos souvenirs indéfiniment. Et les data centers, etc., le font aussi. On parle de lacs de données gelées, etc., parce qu'on se dit qu'on pourra toujours les utiliser ultérieurement. C'est ce toujours qui pose problème. On collecte vos données, on les laisse. Je ne suis pas informaticien, donc je vais donner que des exemples et des anecdotes de juristes. Les juristes aussi peuvent parfois manipuler le sens de l'humour à travers quelques tragédies. Une fille qui était une petite fille qui a grandi a déposé une plainte contre sa mère en Italie. C'est scandaleux dans nos pays de déposer une plainte contre sa mère. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que simplement, sa mère a mis sur Facebook toutes les photos de l'enfant. Donc, avec un album spécial, du premier cri lors de sa naissance jusqu'à nos jours. La première couche, le premier pipi, le premier cri, le premier biberon, etc. Ses camarades de classe ont eu accès à ces photos et elle a fait l'objet de moqueries. C'est devenu un harcèlement. Elle n'en pouvait plus. Elle a déposé plainte contre sa mère en disant, écoutez, elle a mis toute ma vie privée en ligne. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes pour être à l'aise. Le tribunal a essayé de réfléchir. Si je condamne et que j'envoie la mère en prison, parce que traiter des données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée, c'est une infraction pénale au Sénégal depuis 2016 avec la loi qui modifie le code pénal. J'envoie la mère en prison, ça pose désordre. Demain, tous ceux qui en voudront à leur mère vont déposer une plainte. Je vais donner une peine symbolique à la maman pour attirer son attention. Donc, on condamne la mère a retiré toutes les photos et une admonestation. Ne remettez plus jamais de photos de votre fille, ce sont ses données personnelles. Et aujourd'hui, elle est
J'ai le droit de donner son consentement, même si c'est votre fille, ce sont ses données. Ne les remettez plus sans son consentement et vous les effacez. C'était une peine pédagogique, une peine symbolique pour illustrer un peu ce propos. La conservation des données doit être définie scrupuleusement et adossée à la finalité de la collecte. C'est un problème avec la police aussi. Je sais que la police n'aime pas trop qu'on parle d'elle. Bon, si je vais en prison, elle va me faire ça. Tu m'as fait parler. Donc, c'est le problème avec la police et les juridictions. Quand je dis la police, la gendarmerie, la douane, le ministère des Finances à travers ses brigades d'enquête, etc. Ces personnels veulent garder indéfiniment les données parce que c'est la logique de fonctionnement de ces personnels. Quelqu'un qu'on a pris aujourd'hui peut être lié à une affaire qui s'est passée il y a 10 ans et peut être lié à une affaire qui se passera dans 5 ans. Donc, nous avons besoin de ces données pour faire des interactions et faciliter nos enquêtes. Et en fait, pour trouver des réseaux, etc. Donc, c'est de l'intelligence policière et judiciaire. Donc, quand vous leur appliquez le principe de la conservation en disant que vous devez supprimer les éléments dès la fin de la procédure judiciaire, ils sont tout le temps embêtés. Là aussi, ça nous pose problème en tant que régulateur. Ils vous donnent le pourquoi de leur volonté de conserver plus longtemps, mais vous aussi, vous êtes là pour protéger les citoyens. Surtout quand un citoyen a été blanchi, quand il y a eu une amnistie ou autre, etc. Donc, ces éléments doivent être détruits parce que les citoyens n'est plus redevable devant la justice. Il faut savoir faire le tri. Un autre principe pour aller rapidement sur ces principes, c'est le principe de sécurité. Et là, le professeur Mbaye a déjà tout dit. Le principe de sécurité, pour nous juristes, c'est très simple. Les juristes doivent aussi être humbles. Nous ne sommes pas des techniciens. Pour nous, le principe de sécurité, c'est une organisation logique et physique qui permet de garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données. Nous renvoyons la question aux hommes de l'art. Tout à l'heure, il m'a renvoyé des questions, je lui renvoie d'autres questions. Donc, pour nous, la sécurité des données, ce n'est pas une affaire strictement de juristes, c'est une affaire de techniciens, d'hommes de l'art. Les juristes ne construisent pas d'algorithmes ou de logiciels de sécurité, etc. Mais nous disons c'est quoi la sécurité d'un point de vue juridique. Et c'est à eux de nous donner l'expertise pour que nous soyons sûrs de cette sécurité. Donc, voilà quelques principes et comment nous mettons en œuvre ces principes dans le travail de régulation au quotidien. Dernier élément pour, je pense qu'il me reste 2 minutes, je vais y aller très vite. Dernier élément, c'est les enjeux. Donc, au niveau des enjeux, en l'état actuel des choses en Afrique, nous avons principalement 3 enjeux d'un point de vue juridique. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'existence et d'harmonisation des législations, c'est-à-dire le cadre juridique et réglementaire, le cadre législatif et réglementaire. Je ne vous apprends rien en vous disant que tous les pays africains n'ont pas encore de loi sur la protection des données à caractère personnel. Pour des raisons que je ne vais pas énumérer parce que nous n'avons pas le temps, certains pays n'ont pas encore de législation. Mais les choses évoluent parce que sur les 55 pays africains, parce que le Somaliland n'a pas été encore reconnu par les pays africains pour être 56e. Sur les 5 pays africains, au moins plus d'une trentaine de pays disposent d'une législation et la plupart disposent aussi d'une autorité. Ce qui veut dire que les choses progressent vite. Les choses vont aller encore plus vite. La Convention de Montréal, nous avons les 15 applications et comme c'est un instrument normatif africain, normalement, les pays africains doivent tous se doter de législation, normalement. Donc, c'est des législations harmonisées. C'est ça l'enjeu. D'aucuns nous parlent du RGPD africain. Pour l'instant, ce n'est pas à l'instar du RGPD. Ce RGPD est beaucoup plus contraignant que la Convention de Malabo. C'est une question de force juridique dans la mise en œuvre. Nous n'avons pas encore le RGPD, mais l'harmonisation est... Et si on veut que les si on veut que Smart Africa, si on veut que les autres initiatives marchent, il faut que nous ayons les mêmes législations. L'asymétrie des législations, d'un point de vue purement droit du marché,
droit de la concurrence, c'est un obstacle technique au commerce. Parce que si nous n'avons pas les mêmes législations, les données qui sont des biens ne peuvent pas circuler librement entre tous les pays. Donc, les pays qui auront une meilleure législation auront un accès beaucoup plus simple, beaucoup plus sûr pour les investisseurs. Les no man's land juridiques seront des paradis pénaux où tous les trafiquants, tous les délinquants vont entrer et créer, déstabiliser le modèle économique qu'on veut promouvoir. Donc, l'harmonisation des législations, ce n'est pas simplement une question juridique, c'est une question d'ordre économique aussi et d'ordre sociétal pour protéger les consommateurs africains. Et d'ordre politique pour faire plaisir à peine. Et une politique publique. Parce que les données sont utilisées non pas par des acteurs économiques toujours, mais des acteurs politiques dans le cadre de la gouvernance, etc. Donc les données sont utilisées par tout le monde. Deuxième niveau, et ça répond en partie à une interpellation du professeur Messa, c'est la question de la souveraineté humaine. Il a parlé d'extraterritorialité. Les États-Unis ont compris depuis longtemps que la loi extraterritoriale prolonge la puissance ou l'hégémonie d'un système sur les autres. Si je vous oblige à appliquer mes lois à moi et que moi je n'accepte pas vos lois, je prolonge ma puissance sur vous sans que la réciproque ne soit vraie. Les États-Unis ont très tôt appliqué l'extraterritorialité. Et cela a commencé en matière financière avec ce qu'ils appellent la compliance, la conformité avec les règles financières, la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, etc. Ensuite, en matière de transport aérien, après le 11 septembre, le PNR, etc. Et petit à petit, les États-Unis vont aligner partout. L'Union européenne a suivi avec le RGPD, qui est devenu extraterritorial, et certains pays africains maintenant ripostent. Vous avez le cas du Rwanda, le cas de l'Égypte et le cas d'autres pays qui ont rendu leur loi extraterritoriale. Et vous avez le projet de loi aussi du Sénégal qui a rendu sa loi extraterritoriale. Maintenant, tout le monde se prévaut de l'extraterritorialité. Je vous applique la réciproque. Vous voulez que j'applique vos lois, vous appliquez ma loi. Deuxième élément qui est cette fois-ci d'ordre juridico-technique, c'est la question de la localisation des données. Où doivent se trouver les données? Tout à l'heure, Maïssa vous l'a dit, si dans des pays, l'état civil, les fichiers de l'administration, des salaires, les fichiers de santé, etc., se trouvent à l'étranger, qu'est-ce que vous maîtrisez? Qu'est-ce qu'il vous reste? Si toute votre mémoire est à l'extérieur et vous n'avez pas de contrôle dessus, qu'est-ce qu'il vous reste? Donc, c'est la question de la localisation des données. La localisation des données ne peut être rendue obligatoire que via une loi, une législation, mais d'un point de vue purement technique, vous devez avoir suffisamment de capacité pour aussi avoir les moyens de votre prétention. Exactement. Si vous n'avez pas ces data centers, si vous n'avez pas ces infrastructures de données, ces entrepôts de données, mais c'est la loi de la concurrence qui joue. Je parle tout le temps de concurrence, oui. Pourquoi héberger mes données au Sénégal? Si l'hébergement des données au Sénégal coûte extrêmement cher, mon modèle économique ne marche pas. Si en face, Amazon, Google, etc. me proposent, je ne sais pas moi, d'héberger 2 téraoctets de données pour moins de 10 000 francs par mois, mais mettez-vous à ma place, homo economicus. Je vais faire héberger mes données ailleurs, sans état d'âme. J'ai beau être nationaliste, mais aussi j'investis pour produire des richesses. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, j'ai débordé de 3 minutes. Le troisième aspect, c'est l'innovation scientifique et la recherche. Les données servent à l'innovation scientifique et la recherche. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Les scientifiques, les opérateurs économiques, les universitaires, etc., doivent avoir accès aux données pour promouvoir la recherche, l'échange, le développement, la recherche, développement, etc. Mais cet accès aux données, pour promouvoir cette innovation, doit simplement respecter les principes de privacy by default et de privacy by design, ce qui veut dire que vous faites de l'innovation et de la recherche en respectant la protection des données à caractère personnel. Voilà, chers organisateurs dont je fais partie en principe. Donc, voilà, quelques propos introductifs sur les enjeux juridiques. Je vous avais prévenu que je n'ai pas la science et l'aisance verbale du professeur Baye. Et lors des échanges avec le public et les autres experts, nous espérons pouvoir beaucoup apprendre et parfois répondre à certaines questions. Je vous remercie.
Merci.